Sans plus tarder, je passe à M. Dr Najib Arksbi et on va passer du côté politique au côté économique. Bien sûr, le Maroc a longtemps suivi des stratégies, je dirais, sectorielles, nouvelles, variées, ainsi que des orientations, je dirais, économiques qui œuvrent pour la diversification, la restructuration. Maintenant, on part d'un nouveau modèle économique, un nouveau modèle de développement. Quelles sont les faiblesses et quels sont les risques que rencontrera le Maroc et quels sont les défis pour que ces jeunes aujourd'hui puissent les prendre en considération. Merci M. Arksbi de votre présence d'abord et de votre intervention. Merci. Merci, chers amis. Je suis content d'être parmi vous. Je vous remercie tous, dirigeants et étudiants, pour votre amabilité, aussi tout simplement pour avoir fait que cette rencontre ait lieu et que cet essai de débat collectif sur des questions majeures puisse avoir lieu. Et je suis vraiment très content d'être là et je ne vous cache pas que j'aimerais vous dire combien je suis content d'être avec Omar dans ce panel. Non, mais il faut qu'on le sache. Omar, pour moi, on parle de jeunesse, on parle d'avenir. C'est réellement... D'abord, il est le descendant d'une lignée de militants, de résistants, de patriotes dont réellement ce pays est fier, peut être fier. Et donc, non seulement je suis content, mais aussi, évidemment, à travers ses propos, il m'a préparé le terrain. Et donc, vous comprenez qu'on va être dans la continuité, dans la conjugaison. Alors, mon propos est le suivant. Une observation préalable. Je pense que, évidemment, vous avez repris vous-même aussi dans le titre « Modèle de développement ». Nous sommes dans une université. Je pense qu'il faut une rigueur dans l'analyse, dans l'approche des concepts. Vous vous documentez sur le mot modèle et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que un modèle, c'est en fait une construction qui a réussi et qui donc donne envie, donne le désir d'être imité. On a envie d'imiter, de faire comme ce modèle parce que ça a réussi. Il y a quelque part quelque chose de paradoxal de parler d'un modèle qui a échoué. Tout ce débat a commencé par un aveu au plus haut sommet de l'État. Un modèle qui ne satisfait pas les besoins de la population, qui n'arrive pas à répondre aux défis. Et donc, s'il vous plaît, personnellement, je ne parle pas de modèle. Moi, par contre, je parle de choix. Des choix fondamentaux qui sont des choix cinquantenaires, s'il vous plaît. Nous sommes dans la longue période, nous ne sommes pas dans le dernier quinquennat. Et ce sont donc ces choix qui ont échoué. Et donc, pour se projeter dans l'avenir, ce sont ces choix qu'il faut repenser. Clairement. Alors, donc très rapidement, évidemment, je vais essayer de vous présenter globalement donc ces choix sur le terrain de l'économie, bien évidemment. Puis c'est ce que vous me demandez de faire. Mais, l'économie est politique. On fait de l'économie politique, soyons clairs. Et donc, essayez de réfléchir sur ce qui n'a pas marché sur le terrain de l'économie sans les situer sur tout simplement dans son cadre institutionnel et donc politique, revient à passer à côté de l'essentiel, permettez-moi de le dire très, très rapidement, et en cela, parce que nous sommes dans une phase de débat, nous sommes dans une phase de réflexion. Moi, j'estime que nous avons besoin de débats comme ceci,
c'est très bien que des gens, par ailleurs, très respectables, très compétents, très estimables, mais puissent se réunir quelque part pour discuter, pour réfléchir. C'est bien. C'est pas, je n'ai rien contre. Mais il faut le débat public. Tu as parlé tout à l'heure. Il faut que la population, il faut que les gens s'approprient leur destinée. Et ça commence par le débat ouvert, sans tabou, sur ce qui est notre devenir, sur donc les choix qui font notre présent et notre avenir. Donc très succinctement, après, s'il y a des questions, je reviendrai dans le débat. On va dire les grands choix qui ont formaté l'économie marocaine à ce jour ont été faits pour l'essentiel dans les années 60 du siècle passé. Et vous êtes des étudiants, faites s'il vous plaît quelques recherches. Allez sur des documents de base qui sont officiels. Allez dans les plans de développement économique et social. Vous savez que jusqu'au début des années 2000, on avait des plans quinquennaux, triennaux, en fonction de la durée, etc. Mais lisez les plans 65, 67, 68, 72, par exemple, 73, 77, vous allez trouver l'essentiel de ce que je vais vous raconter. Je synthétise. 2 choix majeurs. 2 fondements. Le premier, en fait, il procède un peu du contexte des années 60, c'est la guerre froide, c'est l'Occident, le monde libre, et de l'autre côté, le communisme, etc. Et il fallait, pour les pays en développement, il fallait choisir son camp. Le Maroc a choisi son camp. Il a dit tout de suite, moi je fais partie du monde occidental, même si par ailleurs il y avait les non-annihilés et tout ça. Mais ce qui est important de retenir, c'est que le pendant du choix pour le camp occidental, le pendant économique, c'est le choix pour l'économie de marché. Voilà. À l'époque, on parlait d'économie planifiée, d'économie étatique. Le Maroc dit, moi je veux une économie de marché. Donc, une économie où le principal acteur n'est pas l'État. Le principal acteur, c'est le secteur privé. Et donc le secteur privé, c'est lui qui doit investir, créer des emplois, distribuer des revenus, bref, être le moteur de l'économie. 1. Deuxièmement, on a dit, nous avons des avantages comparatifs. On nous a dit que nous avions des avantages comparatifs. Et donc, même du point de vue théorique, c'est la fameuse théorie de la croissance, tirée par les exportations. On nous a dit, vous avez des avantages comparatifs, vous avez intérêt à les valoriser sur le marché international, et donc, insérez-vous. Alors à l'époque, on parlait de division internationale du travail, ça fait un peu vieillot. Aujourd'hui, on parle de mondialisation, l'essentiel est là. On nous a dit, insérez-vous dans la mondialisation et ça va être gagnant. Évidemment, quand je dis on, il faut être clair dès le début. Le premier plan qui a marqué de manière claire c'est le plan 65-67. Il vient après la première crise financière du Maroc de 1963-64 et l'arrivée de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, et je peux vous dire que depuis, ils n'ont jamais quitté le pays. Il n'y a pas, je le dis clairement, il n'y a pas une mesure, une stratégie, une politique qui, d'une manière ou d'une autre, conseillée, orientée, financée, encadrée, donc pas un choix qui n'ait pas été d'une manière ou d'une autre déterminé par ces institutions, évidemment en collusion directe avec le pouvoir politique. Donc, on a fait ces choix. L'économie de marché, le secteur privé, et l'intégration dans l'économie mondiale. Très bien. Je peux vous dire, maintenant je vais faire un grand saut, après s'il y a des questions, je reviens dans le détail. Je peux vous dire, mais vérifiez, amusez-vous, vous êtes des étudiants, amusez-vous à voir toutes les politiques économiques qui ont été mises en œuvre depuis les années 60 à ce jour, se sont inscrites d'une manière ou d'une autre, soit dans l'axe économie de marché secteur privé, soit dans l'axe mondialisation, soit bien évidemment les deux. Je donne simplement quelques exemples pour fixer les idées, pour que vous ne pensiez pas que tout ça c'est un peu abstrait, etc. Par exemple, dans les années 70, on a fait la marocanisation. Dans les années 90, on a fait la privatisation. C'était quoi? La marocanisation, c'était permettre au capital privé intérieur, en fait d'une certaine manière, d'hériter du capital colonial,
Mais l'idée était cohérente avec lui. Il fallait renforcer le secteur privé local pour lui permettre, justement, ensuite, d'être ce moteur. Bien. Les politiques, par exemple, politique monétaire, politique fiscale, politique de subvention, politique fiscale, par exemple. Ce qu'on appelait avant les codes d'investissement, ensuite on les appelle, dans la charte d'investissement, les fameuses dépenses fiscales. Ça consiste à quoi? Ça consiste à donner des privilèges fiscaux, pas un autre mot, des avantages, des exonérations, des abattements, des dégrèvements. Avec cette idée qu'il suffisait donc de gratifier le secteur privé pour qu'il se mette tout de suite à investir et donc à créer de l'emploi, etc. Bon, évidemment, on va prendre des choses plus simples. Prenez, par exemple, tu as parlé des accords de libre-échange. C'est quoi les accords de libre-échange? Claire. Il est évident que ça consiste à dire, puisque moi je parie sur l'export, je vais négocier l'ouverture des marchés extérieurs pour permettre à mes exportateurs de pouvoir ensuite, évidemment, tirer avantage de cette ouverture. Mais évidemment, un accord de libre-échange, c'est une réciprocité. On m'ouvre le marché, j'ouvre mon marché. On va y revenir là-dessus. Je prépare le débat sur les arts. Et notamment, on ne peut pas aujourd'hui ne pas parler de ce qui se passe avec la Turquie. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle sans tabou. Et qu'on sache aussi nous dire nous-mêmes nos vérités qui sont difficiles, quelquefois, à admettre. Bien, toujours est-il que donc nous avons conduit pendant 50 ans des politiques qui convergeaient, qui se mettaient au service de ces deux objectifs stratégiques. Nous sommes en 2020, tout simplement. Et à l'heure justement des bilans, à l'heure des débats, eh bien, n'importe qui, tout un chacun est en droit de se poser cette question simple. Est-ce que nous avons atteint ces objectifs? Nous avons en réalité fait des paris, parce que l'économie de marché et le secteur privé, c'est un pari. Un pari sur la capacité du secteur privé à être le moteur de la croissance. L'ouverture, c'est un pari sur le marché mondial pour nous tirer vers le haut. Est-ce que nous avons gagné ou perdu ces paris? Le moins qu'on puisse dire, c'est évident là. Je veux dire, vous savez, pendant assez longtemps, on pouvait, quelques économistes, s'égosiller pendant des heures à essayer de démontrer les statistiques, les chiffres à l'appui, comment tout ça a échoué. Bon, maintenant que c'est le chef de l'État qui le dit, vous savez, c'est comme ça qu'on fonctionne dans ce pays. Hein? Mais tout va bien, Madame la Marquise, jusqu'au moment où ça vient d'en haut, et après, bon, ben, tout le monde est d'accord. Hein? Ça ne va pas, c'est bien. Donc maintenant, ce qui m'intéresse, moi, puisqu'il y a une reconnaissance, je donne simplement quelques exemples, quand même, pour illustrer, parce qu'encore une fois, par des faits, des statistiques. On voulait une économie de marché. Regardez l'économie marocaine aujourd'hui, elle est encore gangrénée par la rente. La rente qui est le contraire du marché. Jusque j'ai besoin de vous citer les 1001 exemples tous les jours dans l'actualité. Vous voyez, vous touchez du doigt la réalité de la rente. On voulait un secteur privé dynamique. Regardez les chiffres de HCP. Dans la formation brute de capital fixe, c'est-à-dire l'effort d'accumulation que fait chaque année le pays, sur quelque chose qui est quand même un taux d'investissement de l'ordre de 32%, c'est important. Mais là-dedans, l'essentiel est encore public, n'est pas privé. Regardez, c'est les rapports internationaux qui vous disent aujourd'hui, dans le meilleur des cas, la part de l'investissement privé, c'est un quart de l'effort d'investissement. C'est exactement le contraire qu'on aurait dû obtenir. Si ce pari avait été gagné, aujourd'hui, on devrait se trouver, parce qu'évidemment qu'il faut toujours des investissements publics, mais on doit se trouver dans une situation inverse. Mais j'espère avoir le temps de revenir, parce qu'il ne faut pas imaginer que je suis simplement là en train de vous aligner des chiffres, etc. Il faut savoir que le fait qu'aujourd'hui, par exemple, l'essentiel de l'investissement public, de l'investissement est public, là, ça a des implications concrètes sur la croissance, sur notre niveau de vie. Je vous donne là encore, pour matérialiser les choses.
Vous savez, les économistes peuvent saisir rapidement, mais on peut expliquer ça très très simplement. Ce qu'on appelle l'ICOR. En clair, un taux d'investissement de 32%, combien génère-t-il de points de croissance? C'est très simple. Nous faisons 32% d'efforts d'investissement et ça donne 3% de croissance. 3%, 3,5%. Ça veut dire, si vous faites parce que l'ICOR, c'est le rapport entre les deux, ça vous fait un ICOR de l'ordre de 12. Il y a quelques années, on était autour de 8. Mettons même sur une longue période, c'est autour de 8. Un pays comme la Corée du Sud a un ICOR de 3. Ça veut dire que quand il investit, il n'investit pas 32%, il investit simplement 24% et avec ça, il a 8 points de croissance. Vous voyez? Et donc, il y a une relation entre la qualité de l'investissement et la croissance, également une relation entre la qualité des investissements et la création d'emplois. On fait des investissements mais qui ne génèrent pas d'emplois. Et l'essentiel du problème est là. Bien, je peux multiplier, je veux aller encore d'un mot pour illustrer l'autre pari perdu, qui est celui de l'ouverture sur l'international. Mon Dieu, que nous a-t-on promis au cours de ce que j'appelle cette décennie du délire néolibéral, qui a commencé dans les années 80 et s'est ensuite prolongé avec les accords de libre-échange entre 1995 et 2005, on a signé à tour de bras des accords de libre-échange. Et on nous disait, mais vous allez voir ce que vous allez voir, on va être les dragons de l'exportation, on va être des champions. Et la fameuse théorie du ruissellement, évidemment. Ce sont les devises de l'extérieur qui vont stimuler la croissance interne. Bien. Et puis, évidemment, sur le plan social, la théorie du ruissellement, c'est l'enrichissement. D'abord, de certains qui va ruisseler et qui va concerner ensuite tout le monde, et tout le monde va être riche, et tout le monde va être... Tout est beau, tout est bien, dans le meilleur des mondes. Bien. Regardez aujourd'hui. Et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Vous êtes étudiant, encore une fois, replongez-vous dans les écrits des années 80, 90, 2000, et vous verrez que on savait que le problème était là, pour une raison très très simple. Tu as fait allusion tout à l'heure à l'histoire. Mais bien évidemment, étudiez l'histoire économique de tous les pays, à commencer par les États-Unis. Mais tous ces pays, historiquement, ont commencé, oui, par être protecteurs. Mais avec une logique. Je veux dire d'abord, c'est ce qu'on me dit l'expression, c'est le protectionnisme de l'industrie dans l'enfance. Pendant un temps, c'est encore l'industrie ou l'agriculture est encore fragile, donc on fait des réformes. La clé, c'est ça. On fait des réformes. On fait les réformes nécessaires. On consolide le tissu productif pour faire en sorte qu'il soit un tissu réellement compétitif. Et bien évidemment, après on s'ouvre. Parce qu'on sait que, on a une offre exportable. 2, cette offre, elle est compétitive, elle est diversifiée. Et donc, on peut gagner, on peut espérer gagner à l'échange. On n'a rien fait de tout ça. Je peux vous assurer que la plupart, tu as parlé de l'accord avec les États-Unis, c'est un accord politique. Personne ne peut comprendre l'accord avec les États-Unis s'il essaie de le décoder à partir d'une logique économique. Mais ça n'existe pas. Oui, avec la Turquie également. Que dire avec les pays arabes? Bref, regardez, là, je n'ai pas besoin de vous dire ce qui est en train de se passer. Tu m'arrêtes quand tu veux. Tu me dis encore combien j'ai? Ouais, je vais rester dans les... Il y a beaucoup de choses, mais je veux aller à des idées fortes et après, j'espère que les questions me permettront de revenir sur le... Donc, vous voyez bien que quand on dit les paris ont été perdus, vous voyez, et c'est une démarche d'évaluation qui est d'ailleurs objective. Elle est objective. Parce que je ne suis pas en train de dire ça a échoué parce que ça n'a pas atteint les objectifs que moi j'aurais voulu. Non! Je dis ça a échoué parce que ça n'a pas atteint les objectifs que cette politique s'est donnée elle-même. Elle-même. Donc c'est une évaluation objective. Bien. Maintenant, si on s'arrête là, on n'aura pas dit grand-chose. J'ai dit tout à l'heure, l'économie est politique. J'ai dit tout à l'heure que c'est d'abord une question de choix.
Et donc la question qu'il s'agit maintenant de se poser, les choix, qui les a fait? Est-ce que quelqu'un nous a... Je parle de 50 ans, je parle à aujourd'hui, hein. Bien sûr qu'il y a une évolution, etc. Mais je parle à aujourd'hui. Les grands choix de ce pays, les grandes stratégies, là tu étais en train de parler de choses, d'éléments qui relèvent de la vie politique. Mais là on est dans les choix qui déterminent l'emploi de ces jeunes, qui déterminent le niveau de vie de ces jeunes. Tous les choix majeurs ont été faits non seulement en dehors de la population, mais en dehors même des institutions. Mais je parle des accords de libre-échange. Le Parlement est le dernier à savoir, à connaître les méandres de la négociation d'un accord de libre-échange. Et après, on les appelle pour applaudir et hop, un accord. Tous les plans sectoriels, tous, et je ne peux pas ne pas... Nous sommes... Il suffit la semaine dernière encore. Depuis des années, on se dit, c'est quand même caricatural. Je vous assure, le processus est celui-là. Tu dis, c'est vraiment caricatural. Vous êtes là le soir, vous allumez la télé à 20h, vous regardez, ou à 21h, vous regardez les informations, hop, vous avez une table, vous avez le roi, vous avez des ministres, tout le monde signe, et après on vous dit, vous avez un plan. Voilà, c'est comme ça qu'on a eu le plan émergence, le plan Maroc vert, le plan numérique, le plan halieutis, le plan. Ouais, je ne peux pas ne pas le dire. On est dans le parler vrai. Et il faut qu'on arrive à ce stade-là. D'abord, on s'était dit, lorsque cette commission a été nommée, moi, je me dis, il faut que je fasse. Mais quand même, il y a un minimum. Je vois le minimum. Vous demandez à des gens de réfléchir. Ouais, laissez-les réfléchir. C'est tout. Je lui ai laissé les réfléchir. Au moins, ne les mettez pas devant le fait accompli chaque jour. Parce que demain, maintenant, cette génération 2030, du plan Maroc vert 2, vous aurez remarqué, c'est exactement sur le même format qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Ça veut dire qu'on a... on n'a rien retenu de l'expérience. Bien, d'accord. Mais le groupe qui réfléchit, ils n'ont pas des idées sur la nouvelle politique agricole. D'abord, ça y est, c'est dans le marbre. Ça a fait, il n'y a plus rien à dire sur la politique agricole jusqu'en 2030. Prenons la question de l'eau. Le fameux programme de 115 millions. Question de l'eau, une question aussi stratégique, aussi vitale. La question des jeunes entrepreneurs. D'abord, je vous prends des décisions, des choix du dernier mois, tout simplement. Alors que la commission est censée être en train de réfléchir, de phosphorer. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et je termine par ça. Ça veut dire que, en réalité, c'est le système politique qui fait des choix en dehors de la légitimité des urnes, soyons clairs, en dehors de la légitimité des urnes. Le problème, à la limite, vous savez, dans certaines expériences, vous avez ce qu'on appelle le despotisme éclairé. Mais notamment en Corée du Sud. C'est un despote qui a développé la Corée comme d'autres pays. Ils ont fait des choix qui se sont révélés ensuite, bon, on va dire, c'est pas démocratique, mais c'est un moindre mal. C'est qu'on a fait des choix qu'on a ratés. Mais on n'est même pas, quand je dis, je veux préciser, le système politique n'est pas en mesure de mettre en marche tout simplement les mécanismes d'autocorrection. On fait des choix. Si ces choix s'avèrent ne pas correspondre aux besoins de la population, et donc ça produit ensuite un échec patent, évident, il faut être à l'écoute.
Ce n'est pas le cas. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, finalement, on a un système politique qui fait des choix sans concordance avec les besoins de la population. Deuxièmement, on est dans un système politique de dilution des responsabilités. Qui est responsable de quoi? Enfin non, qui est responsable de quoi? Aujourd'hui, aller au gouvernement, demander, par exemple, plan Maroc vert. Qui est responsable du plan Maroc vert? Personne n'est responsable. Et le problème, encore une fois, pour être clair, la question de la monarchie en elle-même n'est pas en discussion. Ce qui pose problème, c'est que lorsque la monarchie prend des décisions, je répète, qui concernent notre quotidien, et que, ensuite, par définition, un monarque ne se présente pas aux élections. Et donc, en ne se présentant pas aux élections, il n'est responsable devant personne, devant aucune institution. Et donc, quel est le problème encore à ce niveau-là? C'est que la population n'a pas les moyens de lancer ne serait-ce que des signaux pour dire la preuve, ce que je suis en train de vous dire, moi je le raconte depuis plusieurs années, mais malheureusement tous les jours, ce qui se passe tous les jours confirme cela. Est-ce que quelqu'un aujourd'hui peut dire, ok, le plan Maroc vert 2008-2020, faisons d'abord une évaluation objective, mais les évaluations entre les chefs de service et les... une évaluation ouverte. Encore une fois, l'évaluation, ce n'est pas pour taper sur les doigts de X ou de Y, ça ne m'intéresse pas. L'évaluation n'a d'intérêt que dans la mesure où elle permet de corriger, de faire d'autres choix qui ont plus de chances de réussir. Nous ne faisons pas ça. Et donc, nous sommes dans un système politique qui prend des décisions sans légitimité démocratique, qui pratique la gouvernance dans la dilution des responsabilités, et enfin, sans reddition des comptes. Sans reddition des comptes. C'est la définition même de la malgouvernance. Et donc, le système, je le dis, je termine avec ça, le système politique, et c'est pas un jugement, c'est, j'espère, une conclusion d'une démonstration. Dans ce pays, aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation où le système politique est devenu un obstacle au développement économique de ce pays. Il y a la couture entre l'économie et la politique. Et ça veut dire que demain, la commission peut discuter, j'espère qu'elle sortira avec des choses intéressantes, on applaudira. Si on ne change pas l'essentiel de ce qui pose problème dans le système politique, les mêmes causes continueront de produire les mêmes effets et on tournera en rond. Pardon. Monsieur Artzvi, merci. Merci beaucoup pour cette brillante intervention. Merci.